Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. Et c'est une nouvelle saison que nous allons vivre ensemble. Et je suis très heureux évidemment de vous retrouver. Débat, analyse, expertise, vous connaissez notre rendez-vous et nos rubriques. Bien dans son job aujourd'hui pour cette première émission de la rentrée. La visibilité et aussi la notoriété d'ailleurs des grands patrons. Une différence entre les hommes et les femmes. On va en parler dans quelques instants avec Véronique Reilsoult. Elle est présidente de Backbone Consulting, auteure de l'Ultime Pouvoir, et elle nous éclairera évidemment sur ce différentiel de visibilité entre les grands patrons, femmes et hommes. Le cercle RH, on va parler de parentalité. Ça, c'est un sujet passionnant. Travail, parentalité, c'est souvent un grand écart compliqué pour les femmes en particulier. On en parlera avec nos experts et expertes. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la NAO, vous connaissez ce sigle, cet acronyme, outil anti-inflation, outil de rétention des collaborateurs. On fera le point avec Charles-Antoine Roger, directeur de gestion des talents et des activités en conseil RH chez Mercer France. Voilà le programme aujourd'hui de cette première émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant d'ailleurs qui n'avait jamais été réellement mis en lumière, la différence de visibilité, de notoriété chez les grands patrons hommes, ceux qu'on connaît, qui sont très médiatiques, et chez les grands patrons femmes. On en parle avec vous, Véronique Reilsoult, vous êtes présidente de Backbone Consulting, auteure de ce livre L'Ultime Pouvoir, et vous portez à travers Backbone des études, parce que vous le faites d'ailleurs au fil de l'eau, une étude passionnante sur la notoriété des grands patrons femmes et hommes. D'abord, pourquoi avoir voulu analyser et sonder les cœurs sur ce sujet ? Alors, on a analysé sur deux sujets, la visibilité et la popularité. Parce que, en fait, vous avez aujourd'hui une réalité qui est que la réputation d'un dirigeant, elle passe en grande partie par sa notoriété et par son image, parce que la réputation, c'est la somme de ces deux items. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un grand patron et considérer que votre notoriété n'a pas de sens. Après, il y a des segments où c'est plus ou moins important. On va dire que les patrons du CAC 40 ne sont pas obligés d'être très connus, mais c'est moins le cas pour le Next 40, où là, pour le coup, c'est important d'être connu, c'est important d'être visible. Ambassadeur de marque. Exactement, c'est important d'avoir de l'engagement, d'avoir des gens qui relaient. Et après, souvent, quand on parle de visibilité et notoriété, on pense au grand public. Vous avez aussi un sujet auprès de vos pairs, ou en tout cas de vos publics, auprès des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, un dirigeant, il a besoin d'être crédible auprès des... Par le marché. Donc c'est en fait une donnée beaucoup plus importante qu'elle n'a été pendant longtemps. Entrons dans le vif du sujet, différence de visibilité et de notoriété entre les grands patrons hommes. Alors on va voir le classement, j'allais dire c'est presque classique, c'est les très grandes entreprises françaises, LVMH, Total avec Pouyanné, Bernard Arnault, Carlos Tavares Stellantis, François-Henri Pinault, et Luca De Meo, qui est le patron de Renault. Alors ça, c'est les grandes entreprises, et ils portent chez les femmes, Christine Eldenman chez Orange. On a aussi des femmes qui, et ça devient très intéressant, ont eu une très belle visibilité, mais en revanche, un pic de visibilité, mais pour les mauvaises raisons. Oui. Et c'est terrible ça. Alors, pic de visibilité, donc vous dites, que se passe-t-il ? En fait, c'est nomination, et leur visibilité, elle est parce que ce sont des femmes. On ne commente pas, ou que très rarement, il faut commencer à être un peu installé. Ça commence à l'être, par exemple, pour Madame MacGregor, où on commence à parler d'elle en tant que dirigeante, et le fait que ce soit une femme ne devient plus fondamentalement un sujet, mais c'est rare. En règle générale, on va parler des femmes au moment de leur nomination, avec cette fameuse expression que nous, les femmes, nous aimons bien, c'est on ne dit pas Madame Machin a fait quelque chose, c'est une femme. Est-ce qu'on dit un homme a été nommé à la tête de... Non, mais on dit une femme a été nommée à la tête de... Donc il y a encore un peu de boulot, et c'est ça qui crée ces pics de visibilité. Comment on peut faire ? Parce qu'en fait, vous nous dites quand même, on pense que les grands patrons sont un peu exclus du système, mais en fait, la situation des femmes grandes patronnes est à peu près la même de celle des femmes. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas leur talent, et elles sont souvent là pour de mauvaises raisons, ou parce que, pour l'une d'entre elles, elle aurait été proche de la famille Muliez, ce qui vient délégitimer sa position. Alors, il y a toujours ce sujet. Alors, on dit souvent c'est la faute des femmes qui se sentent délégitimes et qui ont un complexe d'usurpation et tout. La réalité, c'est que quand même, la société nous renvoie souvent ce message-là. Vous avez presque toujours un petit
procès, on va dire, elle est là parce que c'est une femme et qu'il fallait des femmes, qui n'est jamais un sujet pour les hommes, donc les fameux quotas. Heureusement, avec le temps, autant il y a quelques années, il y avait systématiquement des phrases un peu pénibles sur le fait que votre compétence n'était sans doute pas la réelle raison. Aujourd'hui, ça arrive quand même de moins en moins, mais il y a quand même encore cet effet de « ouh, dingue, une femme qui arrive à la tête d'une grande entreprise, sera-t-elle capable de… » Alors, dans le CAC 40, dans votre classement, il y a des femmes qui apparaissent. Alors, elles ne sont pas dans les 5 premières places, parce que j'ai cité, ce sont des hommes. Mais il y a d'autres secteurs du marché où les femmes n'apparaissent plus. Le SBF, je crois. SBF et Next 40. Et Next 40. Il n'y a pas de femmes, mais il n'y a pas de femmes dirigeantes qui émergent dans cet univers qui semble. Donc là, c'est plus un problème de notoriété, c'est un problème d'accéder à ces postes-là. Exactement, parce qu'elles seraient là, elles auraient, je suppose, comme pour les autres segments, ce pic de visibilité, et après, elles pourraient s'installer, et c'est ce qu'elles feront réellement à la tête d'une entreprise qui bougera, mais pour le moment, elles n'ont pas accès, c'est beaucoup. Enfin voilà, il n'y a que des hommes, ce qui semble incroyable, parce qu'en plus, le Next 40, c'est censé être quand même des entreprises plutôt modernes. Absolument. Des entreprises qui sont dans… La French Tech. Voilà, et ben non, il n'y a pas de femmes. Vous avez eu des retours, parce qu'il faut préciser que cette étude, ce n'est pas une étude, c'est à date régulière, vous trempez le thermomètre pour voir, est-ce que vous avez déjà vu depuis le début de votre travail des évolutions où les choses restent stables et le classement ne bouge pas? Non, il y a… on constate donc effectivement, dès qu'il y a une femme qui est nommée, ces fameux pics. On constate, je dis pour Madame MacGregor, que ça commence à s'installer un peu plus sur un sujet. Parce qu'elle a fait des réformes, elle s'est engagée. Et là, quand on parle d'elle, on arrête de dire une femme qui. On parle d'elle en tant que dirigeante, et il se trouve que c'est une femme, mais c'est plus un sujet. Sur le Next 40, on a vu quelque chose qui n'est pas lié aux femmes, mais qui est la visibilité et la fréquence d'expression a énormément augmenté. Donc ça nous conforte dans le fait que, oui, visibilité, notoriété, c'est un indicateur avec un actif réputationnel qui crée du goodwill et de la survaleur, donc important, pas lié aux femmes. Mais par contre, comme il n'y a pas de femmes, est-ce que les femmes créent du goodwill? On peut se poser la question. Moi, je pense que oui. Mais… Bon, on se revoit dans 6 mois, parce que vous allez continuer à évidemment sonder. C'est une étude passionnante à découvrir sur votre site Backbone pour voir évidemment le classement, parce qu'il est beaucoup plus détaillé. Oui. On a donné évidemment que les 5 premiers du classement de ces belles entreprises. L'ultime pouvoir, votre dernier livre, édition du CERF. Merci Véronique Reilsout de nous avoir rendu visite. Le cercle RH, c'est maintenant, c'est le débat de Smart Job. On parle de la parentalité. Ça, c'est un sujet important. Alors, je ne sais pas si les femmes grands patrons sont impactées par ce débat de parentalité, mais c'est un sujet de fond qui impacte notamment les femmes. Et c'est tout de suite. Le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler parentalité en cette rentrée. Bien sûr, les enfants vont repartir à l'école, il y a la crèche, il y a l'organisation de la vie qui va reprendre. C'est fini les vacances. Et oui, évidemment. Et c'est un sujet très complexe pour les femmes et les hommes d'ailleurs, sur la manière dont peuvent s'organiser la vie quotidienne entre le travail et la gestion des enfants, parce que ça se passe bien quand on en a un, et puis on va en parler, mais quand on en a 2 et 3, ça se complique évidemment un peu plus. On en parle avec nos experts, ils vont nous éclairer sur ce sujet. Boutena Burkel, merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeante de The Helper. Exactement. J'ai bien prononcé? Très bien, parfait. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des organisations et votre structure justement vient accompagner sur les grands sujets RH et sur ces questions de parentalité. On verra votre étude, il y a encore quand même pas mal de chemin à parcourir. On pense que tout est réglé, loin de là. Avec nous, Sébastien Vernet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes associé chez SIA Partners. Vous êtes venu régulièrement dans notre émission. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette première de rentrée, puisqu'on va vivre évidemment une saison entière ensemble. D'abord, commençons par The Helper et votre étude. Si j'ai bien lu votre étude, elle dit une chose, elle dit il y a beaucoup de dispositifs qui existent, puisque le législatif a beaucoup travaillé sur ce sujet, mais bizarrement, au bout de la moulinette, celui qui devrait l'utiliser ne connaît pas le dispositif, l'utilise pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? La loi existe, mais le salarié dans l'entreprise ne l'utilise pas? Alors, merci déjà pour cette opportunité. Il se trouve que lors de notre étude réalisée avec De Boson Project et 1, 2, 3 Kids et bien sûr nous-mêmes des Helpers, on a mis en avant qu'il y a une vraie difficulté
qu'on n'arrivait même pas à mesurer jusque-là. Et ce qu'on a mis en avant, c'est que autour de 77%, les salariés, les actifs parents de manière générale, pour eux, c'est dur. Alors, pourquoi ça se passe comme ça ? Premièrement, ils ne connaissent pas tous les dispositifs. C'est ça. Voilà. Deuxièmement, il y a vraiment un sujet sur le management de proximité. Parce que là, les parents considèrent qu'on ne les soutient pas, on ne connaît pas leur réalité, on ne leur propose pas peut-être des ajustements simples. Et d'ailleurs, il se trouve que 80% des cadres utilisent la flexibilité, donc ils travaillent en dehors des horaires de travail. C'est ce que vous dites dans l'étude. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le droit à la déconnexion qui vient se heurter à ce sujet n'existe pas. On gère les enfants, puis à 20h, on reprend le boulot. Exactement, même pour les professions intermédiaires. Ce qui est quand même assez... Mais côté SIA, parce que vous observez les tendances, c'est-à-dire que vous apportez une analyse, mais vous observez les tendances. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ? Il existe des dispositifs, la société a beaucoup avancé, en tout cas le législatif, mais dans la réalité des entreprises, c'est quand même, ça reste encore compliqué de dire à son manager je dois partir parce que mon enfant vient de vomir à la crèche et je m'en vais. Et on voit dans l'étude que c'est pas si simple à faire. Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre étude, et je vous en remercie, c'est qu'on dézoome de la maternité. On a souvent tendance à penser la parentalité à un moment bien précis, qui est le moment où la personne est enceinte, et ensuite on a un bébé en bas âge, et avec toutes les questions de congé parentalité, de retour, etc. Vous avez une lecture sur le temps long, où finalement on regarde les différents âges de l'enfant, et on se rend compte qu'effectivement, la plupart des mesures qui sont utilisées, c'est celles qui sont en lien avec la maternité, et finalement quand on est dans le quotidien du travail, avec les contraintes, les réunions qui se terminent tard, on en reviendra peut-être un petit peu après, les mesures sont très peu connues d'une part et peu utilisées d'autre part. Donc c'est un enjeu très fort, on le voit sur plein d'autres sujets, on le voit sur le RSA qui est insuffisamment sollicité. La mise en visibilité des dispositifs de l'entreprise, ça coûte pas grand-chose et pourtant ça a énormément d'effets. Mais de votre côté, Boutena, il y a aussi la difficulté, j'aimerais qu'on fasse un focus sur ces managers, parce que il y a le trend général, la loi est appliquée pour l'ensemble des salariés, c'est le droit du travail. Puis après, il y a la réalité du terrain. Oui. Et on voit dans les personnes qui sont interrogées dans l'étude qu'elles disent c'est pas toujours facile avec mon manager. Et vous allez même plus loin, vous dites qu'il faut aussi que les managers soient dotés de liberté et d'autonomie dans ses choix. C'est pas simple pour le manager, ça. Exactement. Et d'ailleurs, on voit dans d'autres études, les managers sont stressés, ils sont tendus parce qu'on leur impose des objectifs et pour eux, dans leur, on va dire, matrice générale de réflexion, pour atteindre les objectifs, il faut travailler beaucoup. Sauf que quand on devient parent, on est généralement beaucoup plus expérimenté, on est beaucoup plus rapide à l'exécution. Donc travailler beaucoup, c'est quand même difficile. Surtout qu'on va arriver avec le temps jusqu'à 14 ans, on va avoir les devoirs à faire. Et les managers ont besoin effectivement d'outils, d'autonomie, même d'encouragement, parce qu'eux aussi, ils ont peur, ils ont cette peur-là. Donc arriver à changer la culture vers une performance plutôt durable, quelque chose qui soit plus étalé dans le temps aussi, et plus raisonnable peut-être, parce que le Covid est passé par là. Mais quand même, côté SIA, est-ce qu'il faut inventer aussi des dispositifs très pragmatiques ? Parce que la loi, évidemment, permet d'avoir plus de congés de parentalité. Il y a 28 jours, c'était 11 auparavant. C'est la maternité. Mais là, on voit que les enjeux, c'est les enfants de 6-7 ans, c'est l'aide aux devoirs, c'est parfois une aide psychologique. Est-ce que l'entreprise doit aussi aller jusque-là, ou c'est à la collectivité ou à la puissance publique de le gérer ? Parce que cette question, elle est posée à l'entreprise. Je pense que c'est clairement à l'entreprise, mais pas forcément au travers de dispositifs. Je pense qu'on est dans un enjeu fortement culturel, et là on touche aux 3 grands mots des entreprises en France, notamment pour les cadres, que sont le présentéisme, la réunionnite et la difficulté de se déconnecter. En fait, c'est ces 3 dimensions-là. Contradictoire avec notre sujet du jour. Qui est en plein dedans, en fait. C'est exactement ça. Quand j'ai moi-même des enfants, quand il faut aller chercher les enfants à 18h30, si on a une réunion de 18h à 19h, c'est pas possible d'y participer. Quand c'est valorisé de finir tard le soir, et on se dit, on en parlait avant l'émission, de travailler beaucoup et de finir tard pour avoir une bonne progression de carrière, par nature, les parents, ils sont obligés de se reconnecter le soir. Et donc, on est encore dans cette connexion. Et là, on touche à quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup en tant que parent, c'est qu'on a beaucoup d'injonctions pour les parents d'empêcher les enfants d'être trop sur les écrans.
Pourtant, nous, en tant qu'adultes, en particulier en tant que cadre, On est vit sur les écrans. permanent sur les écrans. Et la première chose qu'on fait une fois que les enfants sont couchés, c'est de rallumer le PC ou de regarder le téléphone. Donc on a ces injonctions paradoxales qui sont très dures à gérer. Et donc pour les entreprises, on est sur un sujet qui dépasse, à mon sens, la parentalité, qui est celui de la culture, de l'équilibre vie privée et vie professionnelle, et notamment des sujets du présentéisme, de la réunionnite et de la difficulté à se déconnecter. Boutena, juste les difficultés à concilier emploi-parentalité, ça s'est tiré de votre étude, on va le découvrir. Trouver du temps pour soi à 53%, parce qu'on voit bien que le travail prend du temps. Les enfants, c'est évidemment énergivore, c'est formidable, mais ça prend de l'énergie. Être disponible pour ses enfants à 49%, gérer la logistique à la maison, manquer de sommeil, parce que c'est une difficulté, parce qu'on rogne sur quelque chose, faire face aux nouvelles dépenses, 22%, ça c'est intéressant aussi. Et dans votre étude, on découvre quand même que ça reste encore sur les épaules des femmes, cette flexibilité. L'enfant malade, c'est la femme qui va le chercher. Alors, moins d'hommes. Il y a des raisons, on va dire, culturelles ou sociétales qui sont sous-jacentes à ces choix-là et qui sont liées plutôt à l'écart salarial. On va toujours choisir celui du couple, à supposer que c'est un couple, qui va avoir le moins de revenus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas oublier qu'une partie des familles aussi sont des mères monoparentales. Et ça, c'est quand même encore plus... Ça, c'est un poids supplémentaire. C'est un poids supplémentaire parce qu'il n'y a pas de ressources. Et en fait, dans nos études et même dans nos témoignages qu'on reçoit tous les jours, ce qu'on note, c'est qu'on ne comprend pas, ou aussi les managers n'arrivent pas à comprendre quand il y a des spécificités familiales. Typiquement, un enfant handicapé, une femme divorcée, des jumeaux, une PMA. Toutes ces difficultés-là, on va dire, qui en rajoutent parce que la parentalité... Ça, il n'a pas trop envie d'entendre. Enfin. Voilà, exactement. Les problèmes personnels, on les laisse à la maison. Et que, en fait, il y a aussi cette image-là que le soin reste quelque chose du domaine de la femme féminin. Et ça revient à ma question, le soin reste aussi du domaine de la puissance publique. C'est la sécurité sociale, c'est le réseau de médecins. Ça, c'est votre vie privée. Ça, c'est le discours inverse que vous portez quand vous rencontrez les RH, parce que j'imagine que vous avez aussi un travail de pédagogie chez SIA de la même manière, mais qu'est-ce que vous leur dites ? Alors nous, dans notre étude d'ailleurs et dans notre approche, on leur propose toujours, premièrement, une analyse systémique. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre que ce n'est pas juste un développement personnel, c'est pas parce que vous proposez un coach à un parent que ça va aller mieux. Donc il faut arriver à faire cette analyse systémique dans la structure. Et promouvoir aussi cette performance durable, donc ça c'est dans l'entreprise. Et puis en effet, il y a un rôle individuel qui est porté par chacun de lâcher prise sur la déconnexion, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis il y a enfin la question de la collectivité. Et là, l'entreprise peut avoir un rôle par rapport à sa stratégie RSE pour porter un peu son étendard et dire, voilà, nous on fait ce choix-là, est-ce que vous pouvez nous suivre et jusqu'où vous pouvez venir avec nous ? Mais d'un point de vue concret, chez SIA Partner, enfin chez vous d'ailleurs aussi, mais qu'est-ce qu'on dit à une entreprise ou à un RH ? Sur la table, il a cette difficulté. Il a bien cette difficulté, elle existe, on vient de la poser. Qu'est-ce qu'elle met, la RH ? Elle dit... vous êtes libre de partir à l'heure que vous souhaitez, même lorsque c'est une réunion stratégique. Enfin, tout ça, c'est des sujets très concrets. Concrètement ? Concrètement, je vais vous répondre et après, je vais laisser la parole. C'est déjà de faire un audit très simple, très rapide qu'on leur propose. Deuxièmement, former les managers et les parents. Troisièmement, avoir cette question de sensibiliser tout autour dans l'entreprise pour faire connaître déjà les dispositifs qui sont déjà disponibles. Parce qu'en fait, vous avez raison, et auquel on a le droit. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement ? Parce que là, on pose un diagnostic, ceux qui nous regardent se disent, bah oui, je suis confronté à ce problème, 18h, l'enfant est malade, j'en ai 3, je cours dans tous les sens, et je muse, parce qu'il y a aussi des enjeux sur la santé. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, il y a une initiative que j'aime beaucoup qui s'appelle le Parental Challenge, que vous connaissez, qui sont en fait 12 mesures très simples que peuvent mettre en place les entreprises pour favoriser la parentalité. Exact. Ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que c'est des mesures qui, pour l'essentiel, ne coûtent rien, qui ne coûte 0 €. On a tendance parfois à penser que ça coûte très cher de mettre en place des dispositifs. Là, ça coûte tout simplement rien. Il y a de grandes entreprises qui se sont inscrites dans cette démarche, comme L'Oréal, comme Back Market, dans l'écosystème plus start-up. Et ces 12 mesures qui permettent de s'engager sur des choses simples. La première, vous l'avez dit, c'est de mettre en visibilité tout ce qui existe. La deuxième, c'est d'en parler. Quand on parle de parentalité, on touche à l'intime, on touche effectivement à une diversité de situations très vaste, de procréation médicalement assistée, parfois d'adoption, d'enfants potentiellement handicapés. Et donc rien que le fait d'en parler, ça permet de dédramatiser un petit peu le sujet. Et enfin,
le plus important, c'est effectivement de travailler avec les managers sur leurs pratiques. On parlait de management et en confiance. toxique. En confiance, oui, mais dans leur pratique pour qu'ils soient des facilitateurs et que finalement, ce ne soit pas un problème. Et que, en fait, un collaborateur qu'on n'ait pas qui envie va de se vomir. sentir mal, en fait, il va partir. Ben ouais. Et dans la période actuelle de forte tension sur Exact. le marché du travail, ces mesures en faveur de la parentalité, C'est de la rétention. c'est de la rétention, de la fidélisation, extrêmement puissante. Quand on a une place en crèche, pour avoir été personnellement concerné, permise par l'entreprise, je peux vous dire que pendant 2-3 ans, on n'a pas envie de partir. Vous avez raison, c'est un outil aussi de rétention, de dire on vous permettra aussi, il y a même des initiatives qui sont venues sur ce plateau où la crèche est quasiment intégrée à la structure, ce qui fait que la maman peut même, sur sa pause de déjeuner, ou le papa, parce que le papa aussi est dedans, d'aller voir son enfant, d'avoir un échange. Enfin, est-ce que ça, ce sont des mesures vers lesquelles, alors on se dit ce sont les grosses boîtes qui peuvent le faire et pas les PME, mais elles montrent tout l'exemple comme ça, ou il y a encore un peu de chemin là-dessus à faire? Alors, Ça, c'est concret, ça. Hein. C'est tout à fait concret. Pour les places en crèche, c'est assez courant. C'est démocratisé. Maintenant, il faut se rappeler que ça n'enlève pas tout. Typiquement, dans l'étude, on a rappelé quand même que c'est pas juste une question de petit enfant. C'est vraiment jusqu'à l'âge de 14 ans. Voilà. Exact. Donc, 14 ans, 49% ont besoin d'aide. Hein, ça compte. L'aide aux devoirs, par exemple, c'est quand même important. On parle du mal-être des adolescents. Les personnes qui sont au front, ce sont les parents. C'est pas forcément que les éducateurs ou que les grands-parents. Tout le monde n'a pas de grands-parents. Et le sujet, en fait... Et les parents absents peuvent jouer un rôle important dans l'équilibre ou pas de l'enfant. Exactement. Et ça, c'est une question pour le manager d'avoir cet œil pratique et ce curseur-là, de se dire, en fait, aujourd'hui, je peux me passer de toi, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Ou alors de trouver des autres techniques. Par exemple, Disney a fait toute une série de mesures pour proposer des horaires décalés, adaptés aux enfants. Il y a aussi Nestlé qui a fait d'autres mesures pour se relayer entre eux ou le droit à la déconnexion. Donc ce sont des mesures quand même qui évitent même le burn-out parental. Et évidemment, avant de nous quitter, il nous reste 1 minute 45, vous imaginez le défi. Un mot sur la génération Z, dont on parle beaucoup, mais là aussi, elle ne fait pas de concessions. Non. Dans l'étude, on a mis en avant qu'il y a des choix radicaux qui vont faire et qui sont prêts à faire et qui ont déjà commencé à faire. Ils ne transigent pas sur ce sujet. Et ils déménagent, ils changent de métier et ils sont prêts à réduire même leurs revenus pour ça. Pour ne pas sacrifier cette relation particulière. Tout à fait. Après, il ne faut pas oublier que notre rôle aussi dans notre société, c'est aussi de mettre en avant le rôle des parents avec leurs enfants. Et ça a été le cas avec les dernières études, 1000 premiers jours ou d'autres initiatives gouvernementales qui ont mis la pression aussi aux parents pour être beaucoup plus présents, pour être dans la tâche. Ça marche des deux côtés, ouais. Voilà. Donc, il y a aussi les parents, comme vous dites, qui doivent se prendre en main. Alors vous êtes allé chercher vos enfants à 18h30 à l'école, alors. Tout à fait. Vous avez donc accepté de rater des réunions. Tout à fait. C'est ça l'idée. C'est que c'est aussi une sorte de censure qu'on s'inflige à soi-même. On se dit, ou de choix, où je m'autorise à le faire. Alors, et je parle à un homme là. Ou d'exemplarité. Je pense que c'est le rôle des managers que de montrer que c'est possible, que c'est pas grave et que en fait, je peux très bien être très performant dans mon travail en allant chercher mes enfants à l'école. Et sans avoir mauvaise conscience. Parce qu'il y a un sujet aussi on se censure, on n'ose pas aller voir son manager. Et vous êtes associé dans une entreprise. Les entrepreneurs, d'ailleurs, un mot avant de partir, on parle beaucoup de salariés, mais les chefs d'entreprise, eux, se sacrifient énormément sur ce sujet-là. On voit très bien dans l'étude, les chefs d'entreprise, les indépendants sont ceux qui ont le plus de difficultés. La tête dans le guidon. Hein. Exactement. Après, ils ont un luxe qui pour certains qui ont aménagé leur entreprise pour ça, pour ce rôle-là. Il y en a même certains qui ont fait ce choix pour pouvoir être beaucoup plus présents. C'est vrai, mais ça, j'ai envie de dire, on va se quitter, mais c'est une minorité. Les entrepreneurs, les dirigeants sont dans la tête dans le guidon. Il faut quand même le reconnaître. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ce sujet. Une étude passionnante à découvrir sur le site de The Helper. Oui. Elle est extrêmement détaillée et elle permet d'avoir un tableau de bord, une étude extrêmement précise. Boutena Burkel, vous êtes la dirigeante de The Helper, et puis Sébastien Vernel était avec nous aujourd'hui, associé chez SIA Partners. Merci de nous avoir rendu visite. C'était le débat de Smart Job. Et on termine évidemment avec Fenêtre sur l'emploi. Alors un sujet très concret aussi pour les salariés, la NAO, les négociations salariales évidemment. C'est un enjeu très fort. On en parle tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi. Nous sommes en
fin août, c'est pas encore la saison des NAO, mais ça va pas tarder à arriver. L'automne sonne évidemment comme le début des négociations. On en parle avec Charles-Antoine Roger. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour. Vous êtes directeur de gestion des talents et des activités de conseil RH et transformation chez Mercer France, avec une étude passionnante, justement pour amorcer cette saison des NAO. D'abord, un petit mot, les obligations des entreprises en matière de NAO, c'est quoi? J'évoquais cette saison, octobre-mars, on se met autour de la table et on négocie. C'est ça, les négociations annuelles obligatoires se déroulent au sein des entreprises, entre la direction et les organisations syndicales, pour regarder les sujets de rémunération, de temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Elle se situe souvent, effectivement, entre les mois d'octobre et le mois de mars. Les grandes tendances, parce qu'on a beaucoup parlé de l'inflation, du pouvoir d'achat, de l'augmentation de l'énergie, tous ces sujets qui viennent impacter le pouvoir d'achat, est-ce que les hausses de salaire commencent à rattraper celles des prix, déjà en regardant dans le rétroviseur? Absolument. C'est un des premiers enseignements de notre étude, c'est que les taux médians de revalorisation salariale se montent sur les dernières NAO à 4,95%, pour une inflation estimée en moyenne par l'INSEE en 2023 à 5%. On rattrape presque donc 5. Presque 5. Donc ça veut dire qu'on avait évoqué en milieu de saison de mémoire une augmentation en moyenne de 3,5%. En fait, elle est un peu supérieure. Là, vous nous dites qu'on est en moyenne, on a augmenté les salaires de 5%. Absolument. Alors c'est une médiane. Ça veut bien dire que 50% des entreprises offrent des revalorisations plus élevées et 50% des revalorisations plus faibles. Mercer France et votre, évidemment, action concrète, quelles sont les tendances? Qu'est-ce que vous pressentez et percevez sur cette question des négociations salariales? Est-ce qu'il y a encore une pression des collaborateurs sur cette question de l'augmentation des salaires? Absolument, il y a des attentes fortes. On a d'ailleurs vu cette année une forte présence des augmentations générales de salaire, pour un budget médian de 3%. Et ce qui est assez nouveau, c'est que ça concerne aussi les cadres. Ce qui n'était beaucoup moins le cas les années précédentes. On a vu une institution financière française, par exemple, accorder des augmentations générales jusqu'à un salaire annuel brut de 80 000 euros. C'est inédit. Là, il y a aussi un débat évidemment sur la manière dont les entreprises vont préparer ces NAO, parce que vous êtes là aussi pour les accompagner. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises? Là, elles ont le pied sur le frein. On voit une économie qui est un peu comme ça entre deux eaux. Elles se préparent à quoi, là, les entreprises? Parce que là, vous êtes là à leur côté, évidemment. Ouais. Alors aujourd'hui, elles nous disent qu'elles s'attendent à des NAO pour cette année qui seraient relativement similaire à l'année précédente, mais effectivement, elle regarde les tendances économiques, les craintes d'inflation, et bien évidemment, chaque entreprise a sa propre histoire, ses propres contraintes, et bien évidemment, il n'y a pas de solution toute faite pour tout le monde. Avant de nous quitter, Charles-Antoine, là on parle des NAO, ce sont des salaires, ce sont des salaires qui vont être indexés sur le montant des retraites, pour faire écho au débat qu'on a connu il y a un peu moins de 6 mois. Il y a eu aussi des primes. Comment va se répartir ce sujet-là? Parce que l'entreprise, parfois, la fameuse prime Macron, des bonifications, mais qui ne sont pas du salaire. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que les salariés veulent des augmentation de salaire. Absolument. Ceci dit, on a bien vu dans les négociations qu'au-delà des revalorisations salariales, on a vu les entreprises utiliser des outils comme la prime de transport, la participation employeur dans les tickets restaurants, ou même des actions sur les couvertures santé et prévoyance, en complément, bien évidemment, des augmentations de salaire. Et puis la prime de partage de la valeur ajoutée que vous avez mentionnée, qui remplace ce qu'on appelait la prime Macron, qui est très plébiscitée, puisque la moitié des entreprises dans le panel ont plébiscité utilisé cet outil pour un montant médian de 800 euros. Qui était 6 000 euros au maximum, je crois, de mémoire. Absolument. C'est ça, donc ils l'ont utilisé à hauteur de 800. Ils n'ont pas en médiane. En Après, médiane. Et ça peut être modulé en fonction des populations. On parle toujours en médiane, on l'aura compris. Merci Charles-Antoine Roger d'être venu nous éclairer. Étude Mercer qui est passionnante pour ceux qui s'intéressent, et au RH évidemment qui s'intéressent au salaire et ce qui va leur arriver dans quelques mois. Directeur gestion des talents et des activités de conseil RH et transformation chez Mercer France. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, la saison commence et c'était vraiment un vrai plaisir de partager cette émission avec vous et avec l'équipe, évidemment, que je remercie. Je remercie Nicolas Juchat, évidemment, pour l'équipe de programmation. Je remercie Olympe pour l'accueil invité. Je remercie Xavier à la réalisation et je remercie Héloïse au son, évidemment. Portez-vous bien et à très très bientôt. Bye bye.